Très connu dans le milieu de la terrariophilie, son maintien relativement simple et son élevage très accessible en font l'une des espèces parfaites pour débuter dans ce domaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'espèce qui m'a fait découvrir ce milieu. Hola, moi c'est Xiphon et je vais vous parler du gecko à crête. Déjà, on va commencer par son petit nom, Corellophus ciliatus. Alors Corellophus, c'est un genre qui regroupe trois espèces endémiques de Nouvelle-Calédonie. Corellophus belepensis, Corellophus sarrasinorum, vraiment pas facile à dire celui-là, et celui qui nous intéresse, Corellophus ciliatus. Concernant l'espèce ciliatus, ça veut tout simplement dire cils ou frange. Comme je disais tout à l'heure, son genre est endémique de Nouvelle-Calédonie, et lui plus particulièrement, il est basé dans le sud de celle-ci, sur les îles Pin et Kotomo. Donc tu t'en doutes, il ne vit pas dans un désert. Et non, le corello passe la majeure partie de son temps dans la partie basse de la canopée. La canopée est la partie supérieure de la forêt, là où on trouve 80% des feuillages des arbres. Elle permet, entre autres, de protéger la forêt des UV et des précipitations. Elle est donc considérée comme un écosystème à part entière, de par ses conditions de vie particulières et du nombre d'espèces qu'elle abrite. Et là vous allez me dire, mais comment fait notre punk des bois pour se déplacer en forêt? Ça doit glisser, non? Eh ben non, à l'image de notre cher Peter Parker, notre diplodactylidé peut se déplacer à la verticale sans aucun problème. Bon, lui, il s'est pas fait mordre par une araignée. Lui, il utilise les forces de Van der Waals grâce à ses cétae. Je vous ai perdu? En physique-chimie, une force de Van der Waals est un potentiel interatomique dû à une interaction électrique de faible intensité entre deux atomes ou molécules. En gros, notre gecko se connecte à la surface où il veut grimper via une interaction électrique grâce à ses poils ou cétae qui sont présents sous ses pattes. C'est magique. Bon, à noter aussi qu'il a des petites griffes rétractables pour l'aider s'il galère un petit peu. D'ailleurs, tant qu'on est dans tout ce qui est déplacement, notre ami est un excellent sauteur. Et oui, grâce à sa queue qui lui sert de balancier. Bon, après, ironiquement parlant, 90% des mâles dans la nature n'ont plus de queue à cause de l'autotomie. L'autotomie est une pratique qui consiste à se séparer volontairement d'un membre de son corps en cas de danger ou de stress. Le membre abandonné reste en mouvement pendant quelques minutes pour servir de leurre. La blessure de l'animal ne saigne que très peu, étant donné que les vaisseaux sanguins de cette zone se resserrent pour éviter la perte de sang. Donc si je résume ses capacités, très bonne capacité de saut, capable de courir et marcher à la verticale, et une vision nocturne très développée. Tout ça, ça va lui permettre d'attraper tout un tas de petits arthropodes et aussi d'atteindre les fruits dont il raffole. Et oui, notre ami est insectivore et frugivore. D'ailleurs, pendant qu'on est dans les trucs dont il raffole, on va parler de la reproduction. Et ouais, il est plutôt actif de ce côté-là. Les femelles vont pondre entre 1 ou 2 œufs par mois pendant 8 à 10 mois. Pendant ce laps de temps, elles n'ont pas besoin de se reproduire, étant donné qu'elles conservent la semence du mâle. Ensuite vient la période hivernale, qui permet aux femelles de se reposer quelques mois. Enfin tranquille. Découvert en 1774 par le capitaine James Cook lors d'une expédition, il a fallu attendre pratiquement 100 ans après, 1866, pour qu'il soit décrit pour la première fois par un zoologiste français, monsieur Alphonse Guicheno. À cette époque, on le considère comme éteint, mais il a été redécouvert en 1994 lors d'une tempête tropicale. Comme je le disais tout à l'heure, c'est avec cette espèce que je suis rentré dans le milieu du reptile. Du coup, je vais te montrer comment maintenir cet animal pour que ton petit père ait des conditions de vie optimales. Premier point, c'est un animal qui vit entre 15 et 20 ans. Donc réfléchis bien avant de te lancer, sachant que c'est pas le genre d'animal avec lequel tu auras énormément de contacts. C'est pas un chien ou un chat. Pour lui, tu es juste un support ou un distributeur de bouffe. En prouve monsieur Thibautan qui m'a rejoint cette semaine. Alors, concernant son lieu de vie, le terrarium devra faire au minimum 45 par 60. C'est très important qu'il soit plus en hauteur étant donné que le ciliatus est un animal arboricole. Mais avoir un terrarium c'est bien, mais le décorer correctement c'est mieux. Et par pur hasard, il se trouve que j'ai monté un terrarium pour gecko à crête en stream sur ma chaîne Twitch. La nature est bien faite quand même. Ensuite vient la question des plantes. Personnellement, étant un adepte des plantes vertes, coucou les monstera, j'aurais toujours tendance à conseiller des plantes vivantes pour avoir un aspect beaucoup plus naturel et un terrarium qui évolue avec le temps. Petites astuces pour décorer ton terrarium. N'hésite pas à mettre des plantes tombantes. En effet, le corello adore se cacher à l'intérieur. Deuxième petite astuce, si tu as un gecko jeune comme Timotan que tu as vu tout à l'heure, n'hésite pas à mettre une noix de coco vide à l'intérieur.
La position qu'il aura en se mettant à l'intérieur va permettre de souder l'os de sa queue et donc de réduire les risques d'autotomie. Bon, et si on parlait bouffe? Petit rappel, notre ami est insectivore et frugivore. Donc là, tu vas me dire, frugivore? Donc là, tu es en train de me dire qu'il faut que j'ai des fruits frais chez moi tous les jours? Non, mais c'est une galère ton truc. Sûr que non, il existe des aliments en poudre à base de fruits à mélanger à de l'eau pour faire une sorte de compote. Les Corello adorent ça. Repachi et Pangea pour les plus connus. Personnellement, mes Corello mangent du necton. À la banane ou à la mangue, on n'oublie pas de se faire plaisir. En complément de cette alimentation, tu peux donner tout un tas d'insectes à ton gecko. Grillons, blattes, vers de farine, tout y passe. C'est des gourmands. N'hésite pas à supplémenter les proies de temps en temps de calcium. Une fois toutes les 2 semaines, c'est raisonnable. Autre astuce, mieux tu nourris ton insecte, plus il aura un apport nutritif élevé pour ton gecko. N'hésite pas à lui donner des carottes ou des croquettes pour chien par exemple. Surtout pas de croquettes pour chat par contre. Si tu veux savoir pourquoi, n'hésite pas à passer sur ma chaîne Twitch, je t'expliquerai tout. Tu l'avais pas vu venir cette autopromo, hein? Non, mais on s'améliore, hein. Sachez que la séquence où je fais autre astuce comme ça, je l'ai tournée une quarantaine de fois, donc ça fait 40 squats. J'ai chaud. Bon, maintenant, on va parler réglementation. Bon. En vrai, il n'y a pas énormément de choses à dire sur cette espèce. Étant donné qu'elle est en annexe D, vulnérable, c'est identification photo ou puce en fonction de ton veto. La menace la plus sérieuse, pour le groupe des Corelophus, est une petite fourmi du nom de Wasmonia oropunctata, autrement dit, fourmi de feu. Ces fourmis n'hésitent pas à s'attaquer en grand nombre aux geckos et rentrent également en compétition avec eux, car elles se nourrissent des mêmes arthropodes que nos lézards. Voilà qui conclut la première vidéo de Wizou, j'espère qu'elle t'aura plu. Avant de partir, n'hésite pas à me dire quelle espèce tu aimerais que je présente à l'avenir. En attendant, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.